Il voit bien là, c'est pas moi, c'est pas moi. Je me permets. J'ai mal à la jambe. Il n'y a pas de souci, c'était fait pour ça. On l'enlève ça. En fait, Non, non, mais t'inquiète. après on va venir, on a des choses à... Alors ici c'est Monsieur Bongo. Bongo, c'est ça? Monsieur Bongo. Alors ici c'est le père. Et là c'est le fils adoptif. Donc c'est des présidents. Donc le père est décédé en 2009. Et c'est le fils adoptif qui a repris la gouvernance du pays. Voilà. Donc 52 ans de détournement de l'argent public avec la complicité de la France. Voilà, donc j'ai rencontré Paul-Éric à Quézac, dans le Gard. Et je vais lui poser quelques questions parce que c'est super intéressant. Et donc comme j'aimerais qu'il réponde en fait à un maximum de personnes, je partage en direct en fait. Au moins vous pourrez suivre ses explications. C'est super intéressant. Voilà, j'attends qu'il y a quelques personnes qui nous rejoignent. Ouais. Moi, je connaissais même pas. Il y a une minute. Ah oui, c'était bon. On va essayer de comprendre l'histoire. Parce qu'apparemment, les médias, apparemment c'est même sûr, les médias français nous disent pas tout. Donc on va aller chercher l'information nous-mêmes, hein, ça sera plus simple. N'hésitez pas à partager. Ils sont où les loulous du coup là? Mais sinon, on va te mettre dans le camion par... J'ai complètement envie des parapluies. Voilà, donc je vous présente Paul-Éric. Bonjour. Voilà, donc Paul-Éric va nous expliquer si Bongo c'est le même combat Macron-Bongo. Voilà, parce que moi je me pose des questions, je ne sais pas trop. Je lui ai expliqué qu'ici, donc il le sait, mais je lui ai encore confirmé qu'ici on est victime de violences policières depuis que nous sommes sortis dans la rue pour dénoncer l'injustice. Que nous sommes sûrs de rentrer dans une dictature, que les médias ne nous disent pas toute la vérité, voilà, qui nous manipulent. Et donc, il va nous expliquer si Bongo, c'est un peu pareil là-bas, comment ça se passe, et pour un peu comprendre ce qui se passe. Voilà, donc on l'écoute. Alors, si la question c'était si Bongo et Macron, c'est le même combat. Alors, permettez-moi déjà de dire que au Gabon, nous avons affaire à une dictature qui est là depuis 67, donc 52 ans. Et le père Bongo qui a été placé là par la France et notamment par les multinationales à l'époque qui existaient déjà, et dont le fils l'a succédé par le fait de Sarkozy en 2009, dès que le père est mort. Les Gabonais ont pensé à une alternance politique, mais malheureusement, le fils Bongo a tué les manifestants qui ont dénoncé sa prise de pouvoir illégale. Donc, au Gabon, c'est une dictature, 52 ans. Je rappelle que le Gabon, c'est moins de 2 millions d'habitants en Afrique centrale, juste au cœur de l'Afrique centrale, sur la côte atlantique. C'est un pays qui a moins de 2 millions d'habitants et qui a toutes les ressources. Pétrole, premier producteur de manganèse, le bois, l'or, le diamant, tout ce que vous pouvez le faire, tout ce que vous pouvez imaginer comme richesse. En principe, le Gabon aurait été le Dubaï de l'Afrique centrale, de l'Afrique de manière générale. Avec 2 millions d'habitants, on a de quoi
survivre, pouvoir aux besoins du peuple. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a une misère organisée. Il y a une pauvreté organisée. Les gens fouillent les poubelles pour se nourrir. Si vous voyez l'état du Gabon, il n'y a même pas de route. C'est terrible. Donc en 2009, le peuple a pensé à une alternance. Ça a raté. Parce que le pouvoir s'est imposé par la force, en massacrant, en tuant. Et en 2016, nous avons eu la possibilité de renverser encore ce régime-là, cette dictature. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a réclamé aux politiques de l'opposition un seul candidat. Donc nous avons eu une candidature unique. Et ça à la personne de M. Jean Ping, candidat unique. Et ce candidat unique a gagné les élections à plus de 65%. Élection qui a été supervisée par l'Union européenne, la Commission de l'Union africaine et même l'Organisation internationale de la francophonie. Et les rapports qu'ils délivrent montrent clairement que ça a été une mascarade. Malheureusement, là cette fois-ci, le peuple, qui était dans l'aspiration du changement, de l'alternance politique, avec évidemment l'espérance du changement de paradigme de tout le fonctionnement sociétal, a été à nouveau massacré. Il y a eu des tueries, c'est ce que vous avez vu sur les images, beaucoup de tueries. Et aujourd'hui, ce même peuple s'est mis en résistance. Jamais dans l'histoire du Gabon, le peuple s'est levé comme cette fois-ci. Alors, par rapport à Macron, donc vous voyez que chez nous, c'est tout ce qui manque. Il n'y a pas de fonctionnement démocratique, il n'y a même pas des institutions, rien n'est fait. Alors par rapport à votre combat, évidemment, votre combat, c'est contre le capitalisme, contre je peux dire, cette mascarade de démocratie. Parce qu'il est affirmé, mais il n'est pas réellement vécu. Et puis d'autre part, je parlais à des amis de Gilets jaunes à Paris, je leur disais, mais vous découvrez la violence policière, vous découvrez la brutalité de la police, vous découvrez même les stratagèmes de la police qui, lorsque les manifestants, les Gilets jaunes, passent pacifiquement dans les rues, ils jettent les bombes lacrymogènes pour traumatiser les manifestants, pour désorganiser les marches, afin de décourager les manifestants à venir aux prochaines manifestations. Et on voit une police qui se comporte vraiment comme si on n'était pas dans un état de droit. Et puis, la fameuse GIPN, je ne sais pas quoi, la fameuse... Pardon? Non, je parle de ceux qui font l'enquête. Les GIPN. Jusqu'à présent, on n'a pas les conclusions de leur enquête. Des policiers qui se comportent mal. On a vu la dernière fois un policier qui lançait un pavé à la foule des manifestants, un gros pavé. Jusqu'à présent, on n'a pas de suite des enquêtes. Donc, vous manifestez contre l'hypercapitalisme, on voit les conséquences dans l'économie. On voit qu'on a démantelé tous les droits sociaux, on a démantelé le monde du travail, la protection, le salaire, même la carrière impossible aujourd'hui. Et c'est contre tout ce système qui s'organise sous le dos des citoyens que se sont levés les Gilets jaunes. Parce que vous voulez avoir un meilleur vivre, pour une société plus juste, où ce n'est pas l'argent qui compte. Vous voyez que si vous voulez, quand nous allons renverser ce régime, nous allons travailler pour modifier nos institutions, pour rendre possible une vie démocratique où l'alternance sera possible. À ce moment-là, si on retombe dans les ornières que vous connaissez, alors on aura un combat identique au vôtre. Mais nous, on n'a encore rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous nous battons pour renverser la dictature afin de reformer le pays pour un meilleur être, un meilleur vivre ensemble. Et vous vous battez, vous, pour empêcher toutes ces politiques ultralibérales de continuer à massacrer les acquis. Et vous voyez vous-même que, je peux me permettre de le dire, certains syndicats ont accompagné allègrement tout ce jeu du libéralisme. France Télécom a été privatisée. Qui aurait imaginé que France Télécom serait privatisée? Aujourd'hui, la banque postale est devenue société anonyme. Mais on est en voie
Autrement dit, tout se démantèle et on se demande, mais dans quelle société on veut vivre? Moi, je suis là depuis un certain temps, j'ai vu tout ça se passer devant moi. Je n'aurais jamais imaginé, je me dis, mais les Européens sont en train de penser, de concevoir une société où la concurrence sera libre et non faussée. Et je me disais, ils n'allaient pas toucher aux acquis sociaux, ils n'allaient pas toucher à cette architecture, la société française où le social a sa place. Vous voyez, quand Philippe Séguin s'était érigé contre Maastricht, vous vous rappelez? Ouais. Mais c'est parce que Philippe Séguin avait une fibre sociale. Lui, c'est un gaulliste social. Et parce qu'il avait déjà vu ça à l'avance. Et aujourd'hui, ce que certains avaient, je ne dirais pas profité, mais avaient déjà dénoncé à l'avance, nous le dirons aujourd'hui. L'emploi est difficile, mais on ne s'imagine pas qu'en France, la misère touche beaucoup de familles qui n'arrivent pas à se nourrir décemment. On n'imagine pas, pourtant on est en France. On a en France une technologie militaire bien avancée, et pourtant dans la galère. C'est terrible. Bon, il faut dire que la question de l'essence a été le déclencheur, mais le déclencheur d'une situation qui durait. Moi, je me suis même demandé, moi qui suis là depuis longtemps, mais pourquoi ça a tardé le déclenchement de la manifestation des Gilets jaunes? Et hier encore, j'ai regardé les informations, je voyais que certains médias qui appartiennent à l'empire du capital se moquaient des manifestations des Gilets jaunes qui hier, d'après eux, ont plus ou moins rassemblé 15 000 manifestants par rapport à décembre où il y avait plus de 200, presque 300 000. Et je me suis dit, mais finalement, ils n'ont pas compris. Au lieu de se moquer de la baisse des manifestants, ils devaient se préoccuper de la situation de la population française. Ils vont où? Quand on voit tout cet argent qui est sorti de nulle part pour reconstruire Notre-Dame de Paris, c'est important, c'est notre monument à tous. Mais pourquoi on n'a pas le même élan par rapport à la situation des populations françaises qui souffrent? C'est quand même terrible. On peut arriver avec le même élan à dégager des milliards pour s'occuper de la question sociale en France. Vous voyez? Donc, votre combat est aussi le nôtre. Je suis en gilet jaune parce que je me sens solidaire, je combat. Mais notre combat, nous, est encore beaucoup plus archaïque parce que nous n'avons rien. Nous avons un pays qui est quasiment conquis par cette main des multinationales, du capital, et puis, je ne dirais pas de la France, mais d'une certaine France, qui agit à votre nom et maintient les dictatures en Afrique. Tenez, pendant qu'on parle des dictatures en Afrique, je pourrais vous parler de la question de l'immigration. Vous pensez que si les Africains avaient le nécessaire pour survivre chez eux, ils allaient tenter d'immigrer massivement comme c'est le cas? Même en conséquence de cause, ils traversent la Méditerranée et pour affronter la mort. Ça ne va pas s'arrêter. Je vois l'Europe se préoccupe de l'immigration, se préoccupe des frontières, mais attendez, vous connaissez le problème. Demandez à vos obligés, à vos préfets, si je les appelle ainsi, vos présidents que vous aviez installés en Afrique, à vos préfets, à vos subordonnés, à vos obligés, de faire un peu mieux en termes d'éducation, en termes d'économie. Vous verrez qu'il y aurait moins d'immigration ici en Europe. Et moi je disais, dans nos manifestations, parce que nous manifestons, nous, depuis qu'il y a eu la crise post-électorale, donc depuis le 31, lorsque on a proclamé les résultats et que Ali Bongo et sa bande de criminels et imposteurs ont tué les Gabonais massivement. Il y a même des charniers qui ont été découverts. Je disais, tu vois mes amis, mais pour freiner l'immigration, arrêtez de soutenir les dictatures. C'est simple. C'est vraiment simple, c'est pas compliqué. Ils ne veulent pas le faire. Vous voyez, je vous dis qu'il y a un autre point que je voudrais signaler à nos amis frères français, frères et sœurs français. C'est que l'Afrique francophone, qui a eu, l'histoire l'a voulu ainsi, a été colonisée par la France. Cette Afrique francophone est très attachée à la France. Quand la France gagne des matchs de football, vous ne pouvez pas vous imaginer la réjouissance qu'il y a en Afrique.
pouvez pas vous imaginer. Lorsque la France a connu la Première Guerre mondiale, nous avons envoyé des enfants ici se battre pour la France. La Seconde Guerre mondiale, c'était pareil. Il y a un homme, le capitaine Tchorere, qui dans la Somme s'est battu pour la France. Vous allez voir, la France lui a offert une grosse statue dans la Somme. Vous verrez, cet homme s'est donné pour la France. Mais pourquoi la France ne nous rend pas le minimum? Pays de droits de l'homme, comment se fait-il qu'elle continue à entretenir des dictatures? C'est pas possible. Elles peuvent leur demander à ces dictateurs, bon, vous continuez, vous gérez nos intérêts, vous protégez nos intérêts, mais faites un minimum pour vos populations. Pourquoi les femmes accouchent à même le sol? Pourquoi il n'y a pas de route? Pourquoi le système éducatif est aussi plombé? Où il y a un pays comme le Gabon où il y a le bois. C'est un pays, on est en forêt équatoriale. Il y a les élèves qui sont dans les classes à plus de 100. Dans certaines zones du territoire, c'est 200. Et ils sont à même le sol, il n'y a pas de banc. Vous vous rendez compte? Et pourtant, les autorités françaises, les patrons, voilà, peuvent demander à leur préfet de faire un peu mieux. On ne demande pas plus, nous on ne demande pas la mer à boire. Pourquoi vous nous empêchez de vivre? Mais est-ce que c'est humain? Mais où est passé l'humanisme français dans tout cela? C'est quand même terrible. Il n'y a plus d'humanisme. C'est terrible, mais c'est inimaginable. Et je sais que la population française n'a rien, mais vraiment est loin, n'a rien à voir avec cette mentalité de cette certaine France, oligarque, des multinationales et des milieux de lobby et des milieux occultes qui entretiennent ce phénomène-là en Afrique. Figurez-vous que l'Afrique francophone, c'est le seul endroit dans l'Afrique où il y a encore des dictatures. Et pourtant, l'Angleterre a colonisé et a gardé ces territoires qui sont devenus des pays indépendants dans un giron qu'ils appellent le Commonwealth. Mais pourtant là-bas il y a la démocratie, il n'y a pas autant de misère. Or l'Afrique francophone, il y a autant de richesses, autant de ressources, c'est là où il y a le malheur, où il y a les dictatures. Mais c'est quoi? Est-ce une malédiction? Allez savoir. Alors moi personnellement et avec d'autres, nous pensons que l'Afrique et la France sont condamnés à avoir une communauté de destin. Mais pour que cela se réalise, il faut que les autorités françaises changent leur fusil d'épaule. Il faut qu'ils revisent leur politique. Les nouvelles générations qui se battent comme nous n'en peuvent plus. Nous parlons du Gabon, il y a la misère, les gens fouillent les poubelles pour se nourrir. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Ça va continuer, ça va durer combien de temps? Quoi, est-ce qu'il faut que ces Africains deviennent comme les autres citoyens d'autres pays où ils se transforment à je ne sais, je ne vais pas dire le mot, vous imaginez, ce mot qui commence par T, pour que la France change. Heureusement que nous sommes pacifiques. Oui, heureusement. Mais nous continuons à contester. Parce que nous contestons, je sais que notre contestation va produire ses fruits, que ces autorités françaises comprendront. Et nous attendons de la population française, de nos amis gilets jaunes, qui à leur tour interpellent les pouvoirs publics, les élus locaux, pour que la politique de la France change. Nous n'avons rien contre la France. Nous demandons simplement avoir le minimum. La France puise beaucoup de ressources en Afrique. Mais le peu que nous avons, pour un pays comme le nôtre, 2 millions d'habitants, moins de 2 millions d'habitants, nous pouvons gérer ce petit peu pour assurer à nos populations la prospérité. Même là encore, il y a la corruption, même là encore, rien n'est faisable. Alors qu'ils nous laissent d'abord choisir nos dirigeants. Et s'il le faut, qu'ils demandent à leurs obligés d'arrêter de se comporter comme cela. Nous voulons nous prendre en main. On dit toujours que les Africains ne se prennent pas, mais ils sont assez irresponsables. Mais ce n'est pas possible. La corruption, elle est locale, mais elle est aussi incitation extérieure. Et je vous rappelle que la majorité des détournements d'argent de corruption, j'ai l'impression que ces dictateurs ont comme l'obligation de les caser en France, dans les banques françaises.
C'est fou, hein? Figurez-vous, je le dis à voix basse, la majorité d'entre eux, quand ils décèdent, les familles ne récupèrent pas ces avoirs-là. Tout un système est organisé. Il n'y a qu'à voir Mobutu, quand il est décédé, sa famille n'a pas récupéré, que ce soit au Fouet-Boigny, que ce soit à Bokassa, et pourtant ils détournent l'argent, ils volent, ils pillent les pays. Je parle des dictateurs et leurs bandes organisées. Ils viennent planquer l'argent ici, mais ils ne récupèrent jamais cet argent. C'est terrible. Ouais. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions et si vous en avez d'autres. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que tous les enfants en Afrique ont accès à l'école? Ah, bonne question. Je parlerai de l'actualité. Il y a quelques mois, 2 mois, le gouvernement gabonais a sorti une décision pour limiter les critères d'obtention de la bourse d'études pour ceux qui sont à l'université. Scandale. Scandale. Chez nous, je vous ai dit que les effectifs sont pléthoriques. Les familles n'ont pas de quoi nourrir les enfants. Et souvent, certains enfants doivent se déplacer pour aller à l'école. Et il faut marcher. Donc le système n'est pas viable pour permettre à tout le monde d'être scolarisé. Même si c'est vrai que c'est gratuit, mais quand les familles ne sont pas nourries, quand les gens se débrouillent, vous savez ce qui se passe? Ça, parfois, on assiste même à la prostitution infantile. Ouais. Ça fait mal, hein? Donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui travaillent en Afrique. Il y en a qui travaillent, bien sûr. Et à quel âge? Parce qu'on n'a pas conscience. Il y a tous les cas de figure. Quand les familles doivent se débrouiller pour survivre, ben, les familles se débrouillent. S'ils ont un jeune homme de 10 ans qui peut aider ou qui peut aller gagner de l'argent, ou une jeune fille qui commence à avoir à peine sa puberté, qui peut plaire à ceux qui ont les moyens, ben, les familles ne se gênent pas. Parce qu'il y a la pauvreté et la misère. Vous saviez quoi? Ceux qui traversent la Méditerranée pour tenter l'immigration, beaucoup d'entre eux sont... Parce qu'il faut payer les passeurs. Ces réseaux criminels et mafieux, il faut les payer. Vous savez, parfois des villages entiers se cotisent pour payer le parcours des immigrants. C'est pour vous dire l'espoir qu'ils attachent à cette immigration. La misère, elle est terrible. Ouais. Je veux dire, elle est chez vous, mais elle commence aussi chez nous aussi maintenant. Oui, elle est partout. Hein. Elle est partout, mais chez nous, vous savez, elle est je dirais, archaïque. Ouais. Dès qu'elle a des formes, mais vraiment terribles. Inimaginables. Pour des pays comme le nôtre, où il y a autant de richesses, autant voilà. C'est rare hein, d'avoir un pays qui a moins de 2 millions d'habitants aujourd'hui, avec une telle superficie, avec autant de ressources. Et pourtant, j'entends toujours que l'Afrique, c'est un pays où il y a toutes les richesses. Il y a le pétrole et tout ça. L'Afrique, c'est un continent. Et dans ce continent, il y a plusieurs pays. Et la majorité des pays sont riches en ressources. Et pourtant, la population, la grande partie de la population est pauvre. Et pourtant, il y a la misère, la population justement. Regardez le Niger, classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Je parle du Niger. Et pourtant, ils ont beaucoup d'uranium. Et qui exploite l'uranium? Les multinationales françaises arrivent à prendre. Et à quel prix ils achètent ça? Bon, je ne parlerai pas au nom pour les Nigériens, mais nous aussi, on produit aussi de l'uranium. Tiens, je ne vais pas citer les ressources. L'uranium, nous en avons aussi au Gabon. Vous savez, pour 2 millions d'habitants, on a l'uranium, le pétrole, le bois, le manganèse, le fer, le diamant, l'or. Vous imaginez, on a aussi une belle côte aussi, parce qu'on est côtier. Alors, les ressources halieutiques, on en a plein. On devrait être tranquille. La France prenait sa part, les dictateurs prenaient leur part, et la population avait le reste. Et pouvait être mieux. Ouais. Et même ça, c'est pas possible. Allez savoir. Donc en fait, les multinationales françaises profitent de la France, profitent du peuple français pour
pour gagner énormément d'argent sur notre dos, mais pas que. En fait, ils profitent des continents extérieurs comme l'Afrique, sans aucune gêne, sans aucun regret. Et les médias ne nous disent pas tout finalement. Mais on ne peut pas vous dire tout. On ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. Donc il faut aller chercher l'information par nous-mêmes. Il faut aller chercher l'information dans les réseaux, dans les médias où ça existe. Il y a des médias où on pourrait suivre l'actualité de l'Afrique et tout ça? Oui, allez regarder les médias alternatifs sur le réseau, il y en a plein. Il y a des noms par exemple? Je me permettrai de citer Média Mensonge de Michel Collomb, qui fait parfois un peu de la revue d'actualité, peut donner quelques informations sur ce qui se passe dans le monde. Média Mensonge. Voilà. Ok, ça marche. Chez Michel Collomb. Il y en a d'autres, hein. Je ne vais pas faire voilà, il y en a beaucoup. Et puis à chaque fois qu'il y a un phénomène dans le monde, allez regarder ce qui se cache derrière. C'est ça. Enfin, je ne vais pas changer de sujet, mais regardez ce qui se passe au Yémen. On ne dit pas toute la vérité. On cache beaucoup de choses. Parce qu'il y a des intérêts derrière. Alors pour conclure, je dirais, la France et l'Afrique sont amenées à continuer à demeurer ensemble dans le concert des nations. Le monde est multiforme. Le monde est multiforme. Le monde est multilatéral. Mais je pense que des blocs comme le bloc franco-africain doit demeurer solide pour affronter les enjeux de demain et puis les défis de demain. Mais ce n'est pas en disloquant ce bloc franco-africain que les multinationales ou certaines France d'élite vont penser que ça va perdurer. Ce n'est pas parce qu'il y a des bases militaires en France et en Afrique qu'ils pensent que leur intérêt seront sauvegardés. Non, ce n'est pas une relation gagnant-gagnant où les intérêts français seront sauvegardés, mais où aussi les intérêts locaux des pays africains comme celui du Gabon seront également sauvegardés. C'est un défi. Le monde multiforme, multilatéraliste doit permettre à chaque bloc, à chaque regroupement, comme les regroupements franco-africains, de faire face aux défis et aux enjeux du monde tel que nous la vivons. Et la France qui n'a pas de ressources, qui a eu la chance dans l'histoire d'avoir des territoires qui sont devenus des colonies, et les garder, qui sont l'avantage, qui sont l'intérêt, mais aussi en pensant aux intérêts de ces territoires. Donc moi je ne suis pas contre la France, même si je sais que nos malheurs sont en partie liés à la France. Je veux que la France change son fusil d'épaule, sa politique, et donne à ces territoires comme celui du Gabon la possibilité de choisir ses dirigeants et de prendre la main de leur gestion, de leur avenir. Voilà le moment de la France. Mais pour changer cette politique, il faut que le monde se lève. Oui, il faut que se mobilisent nos populations d'abord concernées, et il faut aussi qu'en France, nos frères et sœurs en humanité s'élèvent aussi pour dire à leurs dirigeants d'arrêter cette politique-là. Parce que c'est aussi en votre nom qu'ils agissent. Oui. Les multinationales travaillent pour l'intérêt de la France, mais en même temps, c'est aussi des réseaux qui agissent au nom de la France, mais pas dans la bonne image de la France. C'est ce qui est terrible. Ben merci Paul-Éric de nous avoir raconté un peu l'histoire de l'Afrique. C'est touchant, ça fait mal, voilà, parce que je ne savais pas qu'il y a des enfants qui pouvaient être prostitués. Et ça, c'est le pire que j'ai pu entendre. Je savais qu'il y avait des gens qui mouraient de faim et je me sentais pas assez forte, moi, personnellement, pour faire quelque chose depuis des années. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, il faut que tu saches qu'ils ont compris, qu'ils vont chercher l'information, la vraie information, et qu'ils sont unis. Ils sont unis pour combattre cette société, cette politique. On va le faire main dans la main, parce qu'on veut un monde meilleur. C'est pas que pour la France qu'on le fait, on le fait pour l'Afrique, on le fait pour toutes ces populations pauvres et toutes ces populations qui triment depuis des années. Et sache que oui, on réclamera justice et on réclamera tout ce qu'il faut pour que tout le monde ait un meilleur avenir et un monde meilleur. Voilà, donc on reste en contact et on te remercie énormément
énormément pour les informations que tu nous as données. Je vais partager le live. J'espère que certains vont le regarder et vont apprendre un peu plus. Et j'invite mes compatriotes à continuer à se mobiliser, et à rester déterminés pour que ce régime de dictature tombe, pour que nous puissions enfin nous retrouver et rebâtir un pays. Voilà. On gagnera. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cindy. Merci à vous.